Bonjour à tous et bon dimanche. Je suis très heureux de vous retrouver dans BBC Hebdo. Nous sommes ensemble pour 15 minutes. Voici les temps forts de la semaine. Et on ouvre ce journal par le Burundi. Le pays a organisé lundi les élections locales et législatives, un scrutin boycotté par les principaux partis d'opposition et qui s'est déroulé dans un contexte tendu. Le Burundi, qui célébrait mercredi le 53e anniversaire de son accession à l'indépendance, et au même moment, la police affirmait avoir engagé des combats avec un groupe armé à Cibitoke, un quartier de Bujumbura, foyer depuis 2 mois de la contestation. Au moins 6 personnes ont été tuées et un policier et 5 assaillants. Par ailleurs, la mission d'observation de l'ONU dans le pays a estimé que les élections n'étaient ni crédibles ni libres. Et pourtant, le scrutin de lundi s'est déroulé sans incident majeur. Maud Julien. Avant d'entrer dans le bureau de vote, la fouille est méticuleuse. Malgré des semaines de manifestations violentes contre la candidature à un 3e mandat du président et plus de 50 morts, pas question pour le gouvernement d'annuler le scrutin parlementaire. Et pour cet électeur, le plus important à l'issue de ce vote, c'est la paix. Je souhaite que les élus au niveau de la commune et du Parlement ramènent la paix et la sécurité et qu'ils dirigent le pays pour le bien de la population. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais l'affluence semblait faible dans la capitale. Les principaux partis d'opposition ont boycotté le vote et de nombreux électeurs sont restés terrés à la maison, craignant de nouvelles violences. Au moins 3 personnes sont mortes ce week-end. Des coups de feu ont été entendus jusqu'aux premières heures du jour, lundi. Quelqu'un l'a appelé au téléphone et il est sorti, puis nous avons entendu des coups de feu. Il est allé sur la grande route et il est mort. C'est là que nous avons trouvé son cadavre. L'ONU et l'Union africaine avaient appelé au report du vote, citant leurs inquiétudes à propos de la situation sécuritaire et des restrictions des libertés à l'approche du scrutin. Plus tôt dans la semaine, plusieurs personnalités ont quitté le pays, dont le président de l'Assemblée nationale qui s'était opposé à la candidature de Pierre Nkurunziza. Il dit ne plus être en sécurité au Burundi. J'aimerais attirer l'attention de son Excellence le Président de la République. J'aimerais l'interpeller. J'ai été son collaborateur pendant légèrement plus de 8 ans et j'aimerais lui dire que son mandat vers lequel il veut aller est illégal. Le gouvernement, de son côté, assure que la candidature du président validée par la Cour constitutionnelle est légale et que le Burundi est suffisamment stable pour des élections. Les résultats préliminaires du scrutin sont attendus d'ici 3 jours. Le vote le plus sensible, l'élection présidentielle, devrait avoir lieu 2 semaines plus tard. La Tunisie a annoncé lundi les premières arrestations en lien avec l'attentat de Sousse en bord de mer dans lequel 38 personnes ont été tuées. Au moins 8 personnes ont été interpellées. Ils auraient des liens avec Saïfeddine Rezgui, l'auteur présumé de l'attentat. Les ministres de l'Intérieur français, allemands, britanniques et belges se sont rendus lundi sur les lieux de la tragédie pour rendre hommage aux victimes. Entre-temps, les mesures de sécurité ont été renforcées sur les sites touristiques. De nombreuses mosquées jugées dangereuses ont également été fermées. La proximité avec la Libye rend la Tunisie vulnérable à l'extrémisme. La Libye, c'est là que Saïfeddine Rezgui s'est entraîné au maniement des armes, Hélène Alex. Partout, le message est le même. Bienvenue. Dans les rues, c'est la compréhension qu'on demande. Vous avez vos origines, nous avons nos origines, mais ensemble, nous vivons. À 30 ans, Imam Amamou, infirmière, a soigné certains des blessés de l'attaque. Aujourd'hui, dans la vieille ville, elle va voir les touristes pour leur demander pardon. Je présente mes excuses, car en tant que Tunisienne, je me sens coupable que l'attaque se soit produite ici. Ça a entaché l'image de la Tunisie dans d'autres pays. Et en tant que Tunisienne, je ressens beaucoup de douleur. Je ne veux pas que le reste du monde nous considère comme des terroristes. La question de l'identité tunisienne semble en danger. Et les visiteurs qui restent sont sous haute surveillance.
14% du produit national brut provient du tourisme. C'est dire que les liens avec l'Europe sont aussi bien humains que financiers. À quelques encablures des plages qui se vident, des jeunes sans travail flânent dans les ruelles. Comme Zaïda Youni, 19 ans, plusieurs ici pensent que c'est le chômage qui explique le succès de l'État islamique auprès de certains jeunes. C'est la situation dans ce pays. Si nous avions une bonne vie, de bons emplois, ils ne rejoindraient pas le I. À cela s'ajoute un climat d'instabilité dans toute la région, ainsi qu'une défiance historique envers la police. Mais sans le tourisme venu d'ailleurs, la Tunisie démocratique des avancées semble encore plus frêle et vulnérable. Les objectifs du millénaire pour le développement expirent cette année et s'ils ont été atteints dans plusieurs régions du monde, l'Afrique subsaharienne est en retard en ce qui concerne la pauvreté et la santé. C'est le cas notamment du Tchad. Reportage dans la ville de Mongo, Caroline Loyer. C'est le visage de l'extrême pauvreté. Hassiné et sa fille Alimé sont des nomades. Elles voyagent à travers le Tchad pour vendre leur bétail. Leur aliment de base, le millet. Cela remplit l'estomac, oui, mais pas assez pour rester en bonne santé. Alimé ne va pas à l'école. Mais pour une fois, elle se rend dans une clinique sanitaire à 2h30 de marche. Il fait 43 degrés. Alimé a 4 ans et son poids est insuffisant. Sa mère est inquiète. On l'a emmenée chez le guérisseur local, mais elle n'allait pas mieux. Elle est allée à l'hôpital et nous obtenons de la nourriture qui la fortifiera. Alimé mesure 90 cm. Elle souffre d'un retard de croissance. Une condition qui empêche le corps et le cerveau de se développer complètement. En cause, la malnutrition. C'est irréversible. Un enfant sur 4 dans le monde est touché par le phénomène. Ils n'atteignent jamais leur potentiel total. Cela freine non seulement le développement des individus, mais aussi d'économies entières. Alors que peut-on faire ? Ici, on apprend aux mamans à préparer des plats plus nutritifs et on les encourage à allaiter. L'espérance de vie est de tout juste 51 ans. 30 ans de moins que dans les pays développés. Les générations futures restent derrière, s'inquiète l'UNICEF. Sans compter qu'ici, un enfant sur 6 n'atteindra pas l'âge de 5 ans. Le président français François Hollande a effectué cette semaine un périple sur le continent africain qui l'a conduit au Bénin, en Angola et au Cameroun. Point d'orgue de cette visite, Cotonou, où le chef de l'État français a fait l'éloge du Bénin en matière de démocratie et salué le respect de la Constitution. La première visite d'un chef d'État français au Bénin depuis 1983. La symbolique est forte. François Hollande salue ainsi une nouvelle fois la décision de Yahi Boni de ne pas briguer un 3e mandat. Les constitutions sont faites pour être respectées, ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent jamais être changés. Mais quand ce sont les mêmes qui ont voulu des changements et qui font encore des changements au changement dans le seul but de se perpétuer, nous disons qu'il y a là un risque. Un risque pour la démocratie, mais aussi un risque pour la stabilité et la sécurité. Après son arrivée mercredi soir à Cotonou, François Hollande est attendu ce jeudi à Luanda, en Angola. Le vendredi, le président français s'arrêtera au Cameroun. Cette mini-tournée africaine n'est pas homogène. Une multitude de sujets attend le président à chaque étape. Au Bénin, François Hollande marque d'abord son attachement à la démocratie, dont il a récemment loué la vitalité et le pluralisme, ainsi que son soutien à la nomination du franco-béninois Lionel Zinsou au poste de Premier ministre. Au cœur de la visite à Cotonou également, la lutte contre Boko Haram. À Luanda, la visite sera essentiellement économique. Les entreprises françaises ont du mal à s'implanter dans ce pays. Une 50aine de patrons français accompagnent le chef de l'État sur cette étape. Ce sera aussi l'occasion de renouer des liens diplomatiques distendus pendant longtemps, notamment par le scandale de l'Angola Gate.
Au Cameroun, la lutte contre Boko Haram devrait être au cœur, le pays étant engagé aux côtés du Nigeria, du Tchad et du Niger contre le groupe islamiste. Mais les droits de l'homme pourraient également s'inviter au menu des discussions. Une visite express aux résonances multiples donc, et la première fois que François Hollande met le pied dans chacun de ces pays, lui qui s'est déjà rendu dans une quinzaine de nations africaines. Les Grecs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour s'exprimer sur les propositions des créanciers afin de sortir de la crise. La Grèce est déjà en défaut de paiement. Le Premier ministre Alexis Tsipras a appelé ses concitoyens à voter non pour obtenir un meilleur accord. Les créanciers avaient déjà exclu toute forme de négociation avant le référendum sur les mesures d'austérité. Le point avec Emmanuel Coste. Alors qu'il se rendait au travail ce matin, le Premier ministre se préparait à changer d'avis. Une lettre a été publiée, montrant que la Grèce accepte maintenant la plupart des termes exigés par les créanciers quand elle a rompu les pourparlers le week-end. S'adressant aux créanciers du FMI, de l'Eurogroupe et de la Banque Centrale Européenne, la lettre stipule que la Grèce accepte les réformes proposées de la TVA avec un seul amendement et les réformes des retraites dont Athènes demande simplement qu'elles soient introduites en douceur. Et pour le moment, le chef de la Commission de l'Union européenne est plutôt laconique. Je suis en contact permanent avec les Grecs et d'autres autorités. Je vous remercie, a lancé Jean-Claude Juncker. Mais le temps presse. L'ordre du jour des ministres des Finances de la zone euro qui se réunissent est de discuter de la dernière offre de la Grèce. Avec le référendum prévu dimanche et la date limite pour payer 3,5 milliards d'euros en l'espace de 3 semaines pèse sur le processus. Nous allons maintenant attendre le résultat du référendum. Avant le référendum, il ne peut y avoir de pourparlers au sujet d'un nouveau programme de sauvetage. Et d'ailleurs, c'est impossible sans un mandat du Parlement allemand. À Athènes, les retraités qui ne peuvent pas toucher leur pension de retraite sont exaspérés par les tergiversations des deux parties. Qu'est-ce que je peux faire avec 120 €? Quoi? Manger? Payer mes dettes? Selon les sondages, le oui l'emporterait si le référendum est organisé dimanche. Et la perspective d'un accord de dernière minute a provoqué la hausse des valeurs sur les marchés mondiaux. Mais l'euro n'est pas plus fort qu'il ne l'était mardi soir. Toujours au chapitre de l'économie, les fondations et les statuts de la Banque asiatique et d'investissement dans les infrastructures ont été signés lundi à Pékin. Opérationnelle d'ici le mois de décembre, cette institution est déjà vue et perçue comme un rival potentiel de la Banque mondiale. Lancée à l'initiative de la Chine, Pékin disposera de plus de 26 des droits de vote. La Kenyane Lupita Nyong'o est la nouvelle ambassadrice de bonne volonté de Wild Aid. L'organisation environnementale ne pouvait pas choisir meilleure représentante. Amoureuse des éléphants depuis l'âge de 6 ans, Lupita Nyong'o a décidé de sensibiliser le monde sur les ravages du braconnage. Regardez. À cet âge, j'ai passé beaucoup de temps à penser aux éléphants. Ça me brise le cœur de savoir qu'ils sont tués pour leur défense et que l'éléphant doit mourir à cause d'une toute petite partie. Et on va se quitter avec une union qui dure depuis 60 ans. L'archevêque sud-africain Desmond Tutu et son épouse Leah ont renouvelé leur vœu de mariage. C'est la fille du couple qui a présidé à la cérémonie en la cathédrale de Cape Town. Leur secret pour un mariage qui dure, rire et se taquiner. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.